Alors, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui, alors on inaugure avec une journée des revues. On a l'habitude à l'ALI de faire une journée des livres. Et nous nous sommes dit que beaucoup de revues de nos membres avec beaucoup d'articles de très grande qualité étaient insuffisamment lus. Et donc aujourd'hui, nous mettons un peu en lumière 4 revues. Donc, nous allons commencer avec les feuillets psychanalytiques, ensuite le bulletin freudien, et cet après-midi, il y aura le journal français de psychiatrie et la revue lacanienne. Voilà, donc aujourd'hui, je remercie grandement nos collègues grenobloises d'être venues à Paris en présentiel pour nous présenter les feuillets psychanalytiques, la revue et notamment le numéro 8, transfert et transmission aujourd'hui. Alors, pour présenter la revue, c'est Elsa Duverneuil qui va... Non, c'est Amandine Jaillet. On va parler, je pense, ensemble. Ah, voilà. Vous avez décidé de mixer un petit peu? Oui, voilà, bon, très bien. Donc, Elsa Duverneuil, psychanalyste à Grenoble, et Amandine Jaillet, également psychanalyste à Grenoble. Donc, je vous laisse la parole. Oui. Là, c'est bon. Bonjour. Merci de nous recevoir. On voulait d'abord excuser Gérard Amiel qui avait des obligations ce matin, donc il n'a pas pu, il ne pouvait pas être présent ce matin. Donc, on va vous parler de notre revue qui s'appelle Les Feuillets psychanalytiques. C'est une revue qui a été créée en 2016. Donc, ce n'est pas une revue très ancienne. Donc, c'est Gérard Amiel qui a eu ce désir-là de créer une revue. Son projet, à l'époque, avait été soutenu de façon très fervente par Jean-Paul Hildebrand, qui... je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait mon footing du matin. Il lui avait conseillé d'aller en parler à Charles Melmond. Et ce qu'il avait fait à 3 reprises, Charles Melmond avait été enthousiaste par rapport à cette revue. Et ces rencontres, voilà, ont fini par aboutir. Et les feuillets ont donc été lancés en 2016. Alors, les feuillets ne sont pas une revue régionalisée. Ce n'est pas une revue de l'ALIRA. Même si bon nombre de membres qui collaborent dans notre comité de publication sont membres de l'ALIRA, il faut que je tienne... Ah bah, ça ne fait pas pour autant une revue régionalisée, sûrement pas. On a dans notre comité, on a Hélène Chian d'Irlande, on a Marisia Fumano d'Italie. Donc, c'est une revue de psychanalyse, ce n'est pas une revue de région. Voilà, c'est ça qui compte, qui importe. Ça va, Elsa? Je continue? Oui. Donc, on essaye, c'est une revue qui est, bien sûr, qui ne tente pas, qui ne déploie pas des concepts pour eux-mêmes. Elle veille à rendre compte de ce qui est et de ce qui ne va pas dans notre monde, sans sombrer quand même dans d'infinies lamentations. Mais c'est pour pouvoir donner à chacun qui le souhaite des moyens effectifs pour pouvoir se repérer et circuler dans nos vies amoureuses, nos vies avec les uns, avec les autres. Voilà le but de cette revue. C'est une revue qui est annuelle. C'est une revue qui a un thème. Alors, le thème n'est pas décidé de façon démocratique. C'est Gérard Amiel qui, chaque année, choisit un thème congruent à l'actualité.
et se mettent en route à partir de ce thème aussi parfois des conférences. Il y a d'autres choses qui se mettent en place autour de la revue. Parce que dans certains numéros, on a mis, dans le dernier, là, on a mis une conférence d'Hildebrand sur le délire de Magnan. Voilà. Ouais. On va en parler après. Tu peux en parler maintenant. Et on met aussi de la poésie dans la revue. Ça amène du souffle entre des articles. Voilà. On aime beaucoup quand des personnes nous envoient leur poésie. Donc, vu qu'elle a été créée en 2016, j'avais envie de vous dire quand même les numéros qui avaient été abordés. Alors, le numéro 1, on avait fait un numéro ouvert. Ça avait été très bien. Qui voulait écrire sur ça pouvait écrire. C'était très ouvert, en fait. Il n'y avait pas de désir établi. Chacun peut écrire sur ce qu'il voulait. Et puis après, on a un peu resserré les choses. Donc, le numéro 2 était consacré sur la fonction de la parole. Le 3 était intitulé « La psychanalyse à l'œuvre, la direction de la cure et ses finalités ». Le 3, alors, a eu un énorme succès. On en a fait un double numéro. C'est le numéro 4 et 5. C'était sur le relativisme. On avait été étonnés de recevoir autant de... Sur ce numéro, il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ont écrit quelque chose. Et du coup, on en a fait un double numéro de jeunes analystes, en fait, de Grenoble et d'ailleurs. Voilà. Après le 6, ça s'intitule « À la recherche de l'inconscient perdu ». Le numéro 7, parler du désir, j'allais dire brûlant maintenant, encore coriace. C'est sur la tenace, l'actualité du désir de la mer. Le désir de la mer. Voilà. Et le 8, c'est le dernier qui est sorti à l'automne, qui parle du transfert et des transmissions aujourd'hui. Voilà. Et le prochain numéro sera consacré à la modernité 10 numérique ou les modalités actuelles de la névrose obsessionnelle. Alors, on a un argument, on s'était dit avec Elsa qu'on pourrait peut-être vous le dire pour le faire circuler, si ça vous convient. Tu peux le lire. Alors, donc, notre argument. Notre actualité tente à identifier les avancées du siècle avec un progrès d'ordre essentiellement numérique. Parallèlement, l'on assiste à une inflation proliférative dès le plus jeune âge de pseudo-diagnostics en tout genre, qualifiés par le vocable 10 à partir du moment où l'enfant excède des cases normatives édictées par les sciences éducatives. Chez les adultes aussi, le numérique induit une accélération de la défection généralisée de la fonction de la parole. On en note les effets de violence tant au sein des familles que dans les conjugalités, mais également dans les liens sociaux les plus élémentaires. Ce qui se marque par l'effacement notable de la logique du don, de l'amour, du savoir-vivre, de la courtoisie, de la bienveillance, en bref, de l'intelligence des relations humaines qui garantissait une légèreté et une douceur de l'existence. Là où les auteurs classiques isolaient une pluralité, folie du doute, folie du toucher, folie d'impulsion, compulsion, Freud rassemble autour de la clinique de la sphinx-neurose en rédigeant de grandes monographies toujours d'actualité.
À notre charge maintenant d'établir des formes plus insidieuses, moins évidentes, celles qui infiltrent par exemple les rouages de nos institutions, tout comme celles de notre monde humain. Freud était fort pessimiste à leur propos, car il les jugeait inanalysables, donc indéboulonnables. Le virtuel, le digital, le numérique, l'informatique sont en effet les manifestations très contemporaines de la névrose obsessionnelle. Nous avons à en produire une étude systématique et ordonnée, sans omettre l'examen précis des diverses conséquences qu'elle recèle, tant sur le plan singulier que collectif. Voilà, ça c'est l'argument. Et la date que nous nous sommes fixés pour la réception des articles, c'est fin juin 2023. Donc, ça donne du temps. Du coup, j'enchaîne avec... Donc, c'est en fait longtemps à l'avance. Et ce qui nous permet aussi, du coup, ce qui permet à quiconque veut écrire d'avoir le temps de réfléchir, d'avoir le temps d'écrire, d'avoir le temps de préparer quelque chose. Voilà, et c'est surtout l'intention première des feuillets. Laisser le temps aux gens de pouvoir écrire quelque chose. Oui, oui, on tient vraiment à ça comme... Ce n'est pas quand les feuillets sortent qu'on apprend le thème, on connaît le thème et que la revue est déjà toute ficelée. En amont, on donne l'argument à qui veut, qui est intéressé par les feuillets pour pouvoir écrire. On le communique bien à l'avance. Voilà, ça c'est vraiment important, on y tient. C'est pas, ah ben les feuillets sortent, ah ben il parle de tel numéro, ah ben mince, j'aurais bien aimé écrire, ben je peux pas, parce qu'il est déjà sorti. Voilà. Vous résistez bien à la temporalité moderne. Et oui, on est des vrais anciennes. Bah oui, Oui, l'écriture, ça nécessite un temps long, effectivement. L'élaboration. oui. Oui, tout à fait. Alors, on reçoit des articles d'analystes confirmés, bien sûr, et puis aussi d'analysants, de jeunes analystes qui n'ont jamais écrit. Mais la condition, bien sûr, ce n'est pas de publier des articles qui sont au rabais. Hein. On tient aussi à ce que ce soit une revue sérieuse, mais ouverte. Voilà. C'est important de le dire. Tu veux parler des... Oui, on avait préparé aussi, dans la suite de tout ce qu'on vient de vous dire, quelque chose d'important pour nous, les feuillets comme lieu d'adresse. Voilà, je vais juste vous lire un petit passage qui a été écrit par Gérard Amiel, le fondateur de la revue, et au début, en 2016. Je vais vous dire ce petit passage. Ainsi, si la psychanalyse est avant tout porteuse d'une vérité fragile, qui ne sert ni Dieu ni maître, et que l'on voudrait faire taire, les feuillets psychanalytiques offrent un lieu modeste et inédit pour qu'elles puissent enfin se dire et se faire entendre. À charge de la responsabilité du lecteur d'y mettre un peu du sien et d'y engager son propre tourment. Parce que quand même, on y vient à la psychanalyse avec un tourment. Hein, c'est ça qui fait qu'on pousse la porte de son analyste. C'est un tourment. Condition sine qua non pour qu'il tente d'étancher un peu son désir de savoir et que puisse s'y désaltérer l'insondable de sa soif d'apprendre. Voilà, ça c'était le texte, une partie du texte qui a été en 2016 à la Fondation des Feuillets. Donc, une revue, un lieu de travail, hein, un lieu d'adresse, un lieu de travail et aussi un lieu de transfert de travail. C'est-à-dire que ce qui est écrit ou les textes qui nous sont proposés,
sont aussi des textes qui sont adossés à l'analyse de chacun. Et c'est permettre ce transfert de travail. C'est-à-dire que c'est une revue de psychanalyse, mais passant l'analyse de chacun. Voilà. Et on écrit depuis sa question, on écrit depuis l'analyse, depuis son analyse. Et c'est peut-être la tonalité de cette revue. Et la question de nos patients Voilà. aussi, qui est la nôtre. Voilà. Si on... Le comité de lecture peut aussi parfois rencontrer l'auteur de l'article qui est proposé quand il va être publié, pour un temps de parole autour du texte qui sera publié. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose que nous avons mis en place. Quand un auteur envoie un article, on le rencontre et on parle autour de ce qu'il a écrit. Et voilà, un temps de parole. Nous pourrions parler des 3 fonctions de la revue qui ne sont pas exhaustives. Donc, soutenir un désir de travail singulier, d'abord, avant tout. Un mouvement avant la publication autour de l'argument, c'est-à-dire que cet argument, comme il est donné longtemps à l'avance, il fait aussi discussion entre collègues, il fait discussion dans les cartels. C'est aussi quelque chose qui fait circuler la parole entre les uns et les autres. Et puis, une invitation à s'interroger et à articuler une question. Donc, c'est une revue qui fait lieu, par la grâce de l'engagement de chacun, lieu d'une énonciation, d'une adresse et d'un désir. Une revue dans sa matérialité ou encore dans sa matérialité, il nous offre à la fois une autre temporalité de lecture. Ça, c'est un peu en résonance avec le thème, ce que vous disiez tout à l'heure, une autre temporalité de lecture et d'élaboration, mais aussi ce geste d'écriture pour ces auteurs. Voilà, il y a aussi cette entrée dans le geste d'une écriture avec la temporalité, qui peut faire d'ailleurs écho aussi au thème des prochains feuillets, puisque en ce qui concerne le 10, vous savez aussi que maintenant, il y a de nombreux enfants pour lesquels est évitée la question de justement ce geste de l'écriture et qu'on met très rapidement sur des ordinateurs en primaire. Et ce geste de l'écriture, voilà, il disparaît. Donc, notre revue, c'est aussi ça. C'est d'abord un geste de l'écriture. Voilà. Et puis, aussi, là, pour plus aller du côté du dernier thème, des feuillets, une revue qui concerne la transmission. C'est une revue adossée à l'analyse, mais la question de la transmission est centrale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se transmet de l'analyse, de la psychanalyse, et comment, entre connaissance et savoir inconscient. Voilà, donc ça concerne aussi la transmission. Et dans ce mouvement de transfert au texte, chaque analysant peut, s'il le souhaite, s'essayer à en énoncer à son tour quelque chose depuis son savoir inconscient dans la fabrique d'un article. Donc, c'est aussi cette revue, favoriser ça du côté de la transmission depuis un savoir inconscient, tout en s'adossant aussi aux connaissances voilà, qui font groupe, qui font communauté, mais depuis son savoir inconscient, pouvoir s'essayer à dire quelque chose depuis les textes fondateurs, d'en écrire quelque chose. Voilà, la vérité dont tout à l'heure Gérard Amiel parlait, la vérité fragile,
et celle qui nous vient de la faille. Et puis les feuillets, là, ils y cueillent la matière vivante des articles envoyés. Voilà. Voilà, voilà. Ce qu'on pourrait dire. Peut-être au niveau de la diffusion, ces feuillets donc, sont aussi diffusés sur Kern. Voilà. Depuis pas tout à fait le début, mais presque. Voilà ce qu'on peut dire. On n'avait pas spécialement envie de vous parler d'un auteur, de l'article d'un auteur. De cibler, on avait plutôt envie de vous parler de la revue de façon collective, en fait. On n'avait pas envie d'incarner une personne, un article. Voilà. Hein. Par rapport au numéro 8, je sais. C'est sur le transfert et transmission aujourd'hui. On avait fait différentes parties d'articulation, de clinique, avec un certain prisme aussi, et puis des conférences. Voilà. Puis parfois, on reçoit des textes qui n'ont rien à voir avec le thème, qui sont autres. Et on laisse une part, bien sûr, à cette dimension autre. Et puis, il y a des recensions d'ouvrages de lecture aussi dans la revue. Oui, il y a cette particularité aussi que la revue est ponctuée de poèmes. Effectivement, comme vous disiez, ça met un peu de souffle entre deux articles, quelque chose comme ça. Moi, j'ai trouvé aussi que ce numéro, en tout cas des feuillets psychanalytiques que j'ai lu, était au plus près de l'actualité, quelque chose du contemporain. J'ai trouvé que c'était très... Enfin, comme s'il y avait une intention là d'être au plus près du contemporain, de ce qui se joue actuellement. Et ça, je pense que c'est une qualité de la revue. Je ne sais pas si c'est pensé comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu à la fin de la lecture. Et puis, moi, je voulais revenir sur l'article que vous avez écrit, Amandine Jaillet. Je vais faire une petite citation. Je peux. Donc, l'article que vous avez appelé « L'amour de l'énigme au féminin ». Et je prends une petite citation que vous avez écrite. « Nouer la pulsion au langage, nouer la lettre qui troue le savoir avec le signifiant pour un effet de lecture. » Alors, j'ai trouvé qu'effectivement, votre article, ça faisait vraiment effet de lecture. Et si on dit que le sujet, c'est ce qu'on engage, là, vous y étiez engagé dans cet article. Et de cette possibilité de ne pas conclure, mais de relancer toujours sur d'autres signifiants. Voilà, moi j'ai trouvé ça ça m'a beaucoup parlé. Voilà, j'ai trouvé ça très bien. Et j'ai trouvé aussi que de la poésie, il y en avait aussi dans votre article. Tout à fait. On écrit un article et puis après, il voyage l'autre. Ce qu'on peut dire de la revue, je ne sais pas si vous avez autre chose. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un souci très clinique dans la revue, et avec beaucoup de précision. Voilà, des choses qui sont très précises au niveau de la clinique, dans les articles de Gérard Amiel, ou notamment. Et il est aussi évoqué, alors je ne sais plus si c'est dans la revue ou concernant la lecture du livre « Apprendre à désirer » de Gérard Amiel, qu'une analyse devrait se terminer, si c'est possible, se terminer par apprendre à aimer et apprendre à travailler, enfin être en capacité, on va dire apprendre, on va dire être en capacité d'aimer et de travailler à la fin. Il reprend ça. Qu'après une cure,
ça serait après la cure qu'on apprendrait aussi à désirer. Voilà. Il y a quelque chose qui commence après la cure. Ouais. À plusieurs reprises aussi, cette question de l'émergence du sujet à la fin d'une cure. Bien sûr. Oui, c'était Thierry Florentin qui avait fait la recension très touchante du livre Oui. Apprendre à désirer. Qui était venu d'ailleurs présenter à la Journée des livres en avril dernier, avec Gérard Amiel. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, qu'on attend des articles, on est Donc, enthousiaste. le lien entre la névrose obsessionnelle dans la contemporanéité et toutes ces modalités numériques, voilà. alors, hein, c'est ça? Oui, oui. C'est vrai que c'est un vrai problème aussi, la question des 10 concernant les enfants actuellement. Oui. Ils sont étiquetés et ils passent dans le champ du handicap. Ah oui. Et ce geste du singulier, justement ce geste qui permet de creuser l'écart, hein, comme Bergès disait, l'enfant écrit sur le corps de la mère, ce geste qui permet de creuser l'écart et ben celui-là, il va leur être évité, en fait. Il va leur être évité. Et au profit du numérique, avec des ordinateurs dans les classes. Donc ça, c'est-à-dire le geste graphique aussi qui engage le corps. Voilà, c'est ça, le corps engagé dans l'écriture. De tracer de la main. C'est pas la même chose d'engager le tracé de sa lettre et de tapoter des touches. Ça n'a pas le même effet sur le corps. Donc, justement, dans le singulier, dans le fait d'aller dans son écriture singulière, le sujet il n'est pas engagé de la même manière. Voilà, ça c'est un des effets du numérique, mais ce n'est pas le seul. Ça peut avoir pour effet aussi de ne pas se rencontrer. On a besoin du corps pour se rencontrer. Oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup, nous, sur le présentiel, hein, d'être en groupe, ensemble, pour échanger. Ça engage bien sûr différemment le corps. Oui. Et d'ailleurs, l'analyse le sait bien. Hein. Une analyse pour que se découpe quelque chose, il y a besoin du corps. Hein. Il y a besoin du corps en séance. Voilà. La voix, les gestes, le déplacement, le regard. Voilà. Sans le corps dans sa matérialité, la pulsion, et comment elle va pouvoir se décliner autrement, on a besoin de la matière du corps, de la matière de notre corps. Alors, peut-être on peut laisser un temps de parole avec des personnes dans la salle en présentiel ou dans la salle sur Zoom. Sur Zoom, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez cliquer sur la petite main jaune pour qu'on voit que vous demandez la parole. Il y a Catherine Mailleux qui souhaite prendre la parole. Allez-y. Oui, Catherine Mailleux, je vous en prie. Bonjour, moi je suis membre du comité de rédaction du Bulletin freudien
Et voilà, je suis très heureuse de découvrir votre revue, qu'en fait, je ne connaissais pas. Et on se rend compte, enfin, je me rends compte là que, en effet, c'est ne pas connaître d'autres revues publiées au sein de la LI. Bon, voilà, c'est bien de réparer un peu ça aujourd'hui. Et je vois que dans votre revue, vous avez différents comités. Il y a le comité de lecture, le comité de rédaction, le comité scientifique. Et voilà, ça m'intéresse de voir aussi un peu comment, donc c'est une question un peu plus pratique peut-être, pragmatique, mais comment vous fonctionnez au sein de ces différents comités. Voilà, parce que nous, notre comité, il est juste un comité de rédaction. On est 3 et parfois on s'essouffle un peu. Et donc voilà, ça m'intéresse de voir comment vous fonctionnez. Oui, je vous remercie. Alors, comment ça se passe? On reçoit des articles, soit c'est Elsa, Gérard Amiel ou moi-même, nous recevons des articles. Il y a un comité de lecture où nous sommes plusieurs. Chacun lit l'article. Si nous voulons rencontrer l'auteur, nous appelons l'auteur, nous le rencontrons pour parler de son article, pour pouvoir affiner certains points. Il y a cet aller-retour qui est possible. On prend ce temps-là. Et après, il y a tout ce qui est pour finaliser les choses. Nous sommes 4 pour colliger les articles, pour la publication, le lien avec l'imprimeur. Nous ne sommes pas nombreux non plus, mais avec beaucoup de désir. Donc, il suffit d'être 2-3 pour que quelque chose puisse se faire. Voilà, ça repose sur peu de personnes, en fait, une revue. Ça repose sur le désir d'un fondateur et puis de quelques autres. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut... La revue est jeune, donc on n'est pas encore essoufflé. On a encore plein de vie. Et puis, ça amène aussi... Ce fait qu'il y ait cette adresse-là amène aussi du désir. Il y a un certain engouement, enthousiasme. Voilà. Oui, et le fait que l'argument de la revue soit diffusé longtemps à l'avance, comme nous disions tout à l'heure, il y a aussi des échanges autour du numéro à venir. Donc, ça aussi, ça fait partie d'apprendre à désirer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, en fait. Et effectivement, concrètement, peut-être qu'il y a peu de personnes pour les choses plus pratiques et techniques. Mais en amont, la revue est vivante. Donc, ça aide au désir d'être vivant. Et le comité scientifique? Alors, scientifique, c'est une instance. C'est une instance. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Peut-être qu'il en faut toujours des scientifiques, je ne sais pas. Au comité scientifique. Du monde. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On pourrait vous les lire, mais ça risque de vous endormir. Parce qu'il y a... Non, des analystes qui écrivent depuis longtemps et qui ont écrit beaucoup d'articles et qui travaillent depuis longtemps. Hein, pour dire ça comme ça. Mais le comité scientifique n'a pas beaucoup... On ne travaille pas trop avec lui. Voilà.
Oui, j'étais un peu impressionnée de voir tous les noms qui figuraient dans les différents comités. Je me dis, waouh, mais cette revue, elle est portée par beaucoup de personnes. Mais voilà, votre réponse m'éclaire autrement. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions, d'autres discussions avec des personnes des deux salles? Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier. Merci. Merci beaucoup. On peut peut-être laisser des numéros Oui, si alors, certains veulent consulter. sur place, il y a effectivement des feuillets qui sont disponibles et vous Ouais. pouvez aussi en commander par le site internet. Voilà. Attends. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il marche pas le micro. Allez-y. Oui, bon, merci pour votre présentation. Le prochain numéro, donc, serait sur le thème de l'actualité de la névrose obsessionnelle, c'est bien ça? Et vous disiez aussi à la fin que vous accepterez les autres thèmes, un peu dans une catégorie autre, d'articles qui ne sont pas dans cette catégorie de névrose obsessionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de comment ça s'est orienté, ce choix des articles autres? Par exemple, dans le dernier feuillet, il y a un article de Mélanie Mercé qui s'appelle Sur l'écriture, qui est un article qu'elle nous a proposé. Et on trouvait intéressant de le publier. Et voilà, c'était pas spécialement sur le thème transfert et transmission. La recension aussi sur le livre de Gérard Amiel. Il y a aussi un article qui est venu, l'Empire du discours, qui n'était pas particulièrement sur le thème. Mais voilà. Les monographies cliniques Oui, aussi? oui, oui, Oui. oui. Vous seriez intéressé? Oui. Eh Oui. oui, nous sommes là pour ça. Ouais. Oui, oui. Mais avec plaisir, envoyez-nous votre. Même dans votre les travail. derniers, le désir de la mer, par exemple. Dans le désir de la mer, et ben, par exemple, la poésie de Luminitsa, voilà, c'était pas particulièrement sur le thème le désir de la mer, du désir de la mer, mais ah non, c'était pas une poésie. C'est une Ouais. partie autre. Voilà. Donc, elle est vaste, cette Oui. partie. Bien sûr, bien sûr. Merci à nos collègues de la LIRA. Alors, nous allons maintenant accueillir nos collègues du bulletin freudien. On va vous demander quelques minutes le temps de s'installer.
Alors, déjà, je vous remercie d'être venu de Bruxelles et de Liège aujourd'hui en présentiel pour nous présenter donc le bulletin freudien qui est né un petit peu plus tôt que les feuillets psychanalytiques. Une longue histoire. Il y a aussi une histoire particulière parce que si j'ai entendu, la naissance du bulletin freudien a amené à accoucher de l'association quand même, hein, c'est de l'AFB, c'est quand même particulier, donc c'est une particularité qu'on peut souligner. Alors, pour nous présenter donc le bulletin freudien, Michel Hennis, qui est psychanalyste à Bruxelles, qui a participé longtemps, je crois de 2002 à 2016, au bulletin freudien. Il en a été le directeur aussi. Et c'est Géry Paternotte qui va nous parler du numéro spécialement, donc le 68, le numéro 68, Création, art et inconscient. Le dernier, donc. Le dernier numéro, voilà. Je vous laisse la parole. Voilà. Bonjour. Alors, en effet, le bulletin freudien donc, a existé avant que l'association freudienne de Belgique existe. C'est effectivement la grande particularité du bulletin. Alors, un tout petit peu d'histoire. Je pense qu'en Belgique, après le décès de Lacan, il y a eu toute une recomposition ou une composition du champ psychanalytique. Il y avait une école qui s'appelait l'école belge de psychanalyse qui était relativement proche de Lacan, mais disons plus éclectique dans ses références, et donc une série de personnes n'étaient pas toujours très satisfaites. Et alors, avec le décès après le décès de Lacan, toute une série de personnes se sont retrouvées un petit peu orphelines, sans très bien savoir comment s'organiser, et ont fondé d'abord un premier groupe qui s'appelait Mésalliances, qui est un des premiers mots utilisés par Freud pour désigner le transfert. Puis, je vais aller assez vite là-dessus, hein, je ne vais pas vous faire tout l'historique. Hein. Puis après, il y a eu ici à Paris a été fondé le CERF, hein, avant que n'existe l'AFI. Et en Belgique, ils ont fondé un CERF Belgique. Donc, il y avait déjà quelques liens qui se faisaient avec Melman. Ouais. Et puis ensuite, ils ont fondé l'association des cartels freudiens, où là, il y avait un début d'organisation, hein, donc, qui se structurait autour de cartels, une chose qui s'est complètement perdue après, mais j'y reviendrai, et une envie d'institution qui commençait à poindre. Alors, les collègues fondateurs de l'association freudienne ont commencé à inviter notamment Charles Melman, qui est venu très fréquemment en Belgique faire des conférences. Tchermak est venu. Alors, à l'époque, il y a aussi Galligaris qui est venu, il y a Clavreul qui est venu. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont venues. Mais enfin, c'est surtout Charles Melman quand même qui est venu le plus fréquemment faire une série de conférences. Alors, je vais tout de suite vous dire que plus tard, je ne sais pas plus en quelle année c'est, les conférences prononcées en Belgique par Charles Melman ont été réunies dans un document qui s'appelle Clinique psychanalytique et lien social. Donc, qu'on peut toujours se procurer, qui est un document intéressant. Donc, voilà, donc les conférences de Melman ont commencé en 82 et puis elles ont été assez régulières. Alors, un beau jour, en 80, je ne sais pas moi, 83 ou 84, toutes ces personnes, tous ces Belges se retrouvent chez Melman, à son domicile, et décident, sur la suggestion de Melman, de créer un lien autour d'une publication. Et c'est comme ça que le bulletin freudien va véritablement démarrer. Le premier numéro
et sort en octobre 84. Il n'a pas de titre. Le premier article est un article de Charles Melman qui s'intitule « La pratique psychanalytique de Lacan ». Alors, le second numéro, toujours sans titre, lui sort en janvier 85, donc très rapidement après. Alors, une caractéristique... Non, je vais venir après. Pardon, sinon ce n'est pas structuré. Alors, donc, l'idée du bulletin, donc, c'est de faire connaître le travail des membres belges de l'Association freudienne internationale, hein, des membres qui sont en Belgique, mais qui sont déjà membres de l'Association freudienne internationale. Et donc, au fond, c'est une courroie de transmission, hein, qui va être orientée par les séminaires de Lacan. Alors, ce que je veux dire, une particularité des premiers éditoriaux, des premiers numéros, pardon, c'est que les éditoriaux étaient coécrits. Donc, je ne sais pas combien ils étaient, une douzaine de personnes qui ont fondé par après l'association, co-écrivaient les éditoriaux. Donc, ils se mettaient ensemble. Alors, ça leur prenait plusieurs soirées. C'était très lent, évidemment, parce qu'avant de se mettre d'accord tous ensemble sur un petit texte, il y avait une allure un peu poétique, hein. Alors, je ne les ai pas repris ici, mais c'est juste les 7 ou 8 premiers numéros. Et il y a quelques années, on a fait une journée sur l'écriture et la psychanalyse, et alors on avait fabriqué des signets avec tous ces petits, des morceaux de ces petits éditoriaux, parce qu'on trouvait ça bien. Voilà. Mais donc, au fond, c'était un lieu fédérateur, hein, le bulletin freudien. Au point de départ, un lieu fédérateur pour des analystes qui, en panne d'association, en fait, hein, en panne de lieux où se retrouver et échanger. Et donc, le bulletin était ce lieu-là. Alors, l'acte donc initial qui a créé l'association de fait, hein, ça date de juin 1984, donc très peu après, mais ce n'est pas encore une association, c'est une association de fait, quoi. Ils se disent, voilà, on s'institue, mais enfin, on s'institue entre nous, hein, mais ça n'est pas encore officiel. Les statuts de l'association comme tels vont être déposés seulement fin 89, hein, juin 89, donc c'est quand même beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, le premier numéro qui suit, les deux numéros qui suivent la fondation comme telle, l'association, il y en a un qui s'intitule « L'éthique de la psychanalyse » et le deuxième, c'est « Transmission et institution ». Vous voyez que c'est les questions qu'on se posait, enfin qu'ils se posaient, parce que moi je n'étais pas là. Alors, je vais vous signaler aussi autour du bulletin freudien qu'il a aussi publié une petite collection. Je ne connais pas comme ça tous les titres, mais c'est une collection qui s'appelle « Les documents du bulletin freudien ». Et il a été créé pour parer au fait que la bibliothèque de l'école freudienne était inaccessible. Après Lacan, elle est captée, on va dire, par l'école de la cause, enfin ce qui va devenir l'école de la cause, et donc inaccessible. Et donc il a fallu essayer de publier toute une série de textes que les gens possédaient chez eux. Et donc cela a été fait chez nous, dans ce qui s'appelle des documents de bulletin freudien. Il y en a notamment un qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle « Les introuvables sur le transfert », où vous avez toute une série d'analystes des années 50 et 60 qui écrivent. C'est un numéro très intéressant. Et donc, ces numéros dorment un petit peu maintenant dans notre local, hein, parce que bon, il est rare que quelqu'un les demande. Alors, que puis-je dire par rapport au bulletin? Je pense que alors le bulletin a connu une série de comités, hein, je pense qu'on doit être au 5e ou 6e maintenant. Géry en fait partie, hein, donc voilà. Moi, je n'y suis plus depuis quelques années déjà, depuis 2015 ou 2016. Alors, un mot, comment dire?
j'ai été repérer un peu les thématiques qui ont été abordées tout au long du numéro. Il faut savoir qu'on est au numéro 68, donc on a commencé quand même en 84, donc ça date. Alors, ça date et parfois, là, je pense vraiment tout à fait à titre personnel, je trouve que parfois c'est... Il est vieux, le numéro. Enfin, je trouve qu'il faudrait trouver un moyen de le renouveler un petit peu. Je m'étais dit, par exemple, c'est tout à fait personnel, que ça pourrait être intéressant de lui donner un autre nom. Parce que, au fil des années, comme ça, toujours le même nom, ça peut relancer quelque chose, changer un nom. Alors, le bulletin, pour des questions pratiques, le bulletin n'a pas de fréquence définie. Donc, il y a des années où vous avez 2 numéros, des années où il n'y en a pas. Et alors, au niveau de la diffusion, c'est une diffusion très artisanale. Donc, c'est pas si simple. Bon, on en emmène chaque fois ici à Paris 20 ou 25 qui se vendent assez bien. Et puis en Belgique, pendant des années, enfin moi j'ai fait ça pendant des années, elle est déposée dans une série de librairies. Bon, c'est évidemment très artisanal comme diffusion. Et donc, ça n'est pas, on ne réussit pas à vendre tellement de numéros. Un de nos collègues a numérisé tous les numéros. Je pense qu'ils sont numérisés maintenant jusqu'au numéro... Oh là là, 64. Donc, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont tous sur le site de notre association. Je me demandais s'ils ne sont pas aussi sur le site de l'ALI. Non? Ah oui. Mais bon, vous le trouvez facilement sur le site. Ils sont numérisés, donc on peut tous les retrouver. Alors, ce qui est important, et visiblement au niveau des étudiants, le bulletin est assez utilisé. Ils n'achètent pas nécessairement le bulletin, mais ils peuvent relire les articles puisqu'ils y sont, ils ne doivent même pas les acheter. On a fait une tentative avec le Cairn, mais ça n'a pas pris, donc, parce qu'on aurait bien aimé pouvoir passer par eux, mais ils n'ont pas, jusqu'à présent en tout cas, ils n'ont pas marqué leur accord, mais je sais que le comité actuel est de nouveau en train d'essayer d'obtenir cette voie de distribution. Alors, j'ai un peu repéré les thématiques. Alors oui, bon, moi je peux parler à partir de 2002, parce qu'avant je ne participais pas, donc je ne sais pas exactement comment ça se passait. Je pense que c'était beaucoup la personne qui dirigeait le bulletin freudien, qui lançait un numéro, et puis qui prenait contact avec une série de personnes. Donc c'est plutôt comme ça que ça fonctionnait, prendre des contacts et demander à des personnes d'écrire sur un thème qui avait été décidé par le directeur de la publication. Je pense que c'est beaucoup comme ça que ça a fonctionné pendant longtemps. C'est une façon. L'autre, c'est que nous organisons régulièrement des journées d'études, et notamment des journées internationales organisées avec l'ALI. Alors, toutes ces journées sont également publiées dans le bulletin freudien. Donc ça, c'est un autre moyen de publier les numéros. Alors bon, j'ai un peu repéré, évidemment, il y a beaucoup d'articles sur la pratique analytique, sur les concepts analytiques, sur la psychanalyse et le social, un petit peu sur l'institution, mais pas beaucoup. Sur l'histoire, on a fait un numéro sur l'histoire de la psychanalyse en Belgique francophone, parce que vous savez que la Belgique, c'est un pays double. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne l'ait fait que sur la Belgique francophone, parce qu'on a quand même quelques contacts avec des collègues gantois. On aurait pu... J'en porte la responsabilité d'ailleurs, puisque j'étais là à ce moment-là. Voilà, et donc pas mal de numéros qui reprennent des journées d'études, dont les 2 derniers. J'arrive à en parler tout de suite d'un numéro qui est le résultat d'une journée d'études, et le précédent, également sur la divination, qui est également un numéro d'hommage à Claude Zermar, qui a été directrice du bulletin très longtemps. C'est avec elle enfin c'est grâce à elle que j'y ai participé. Alors, je vous en... Bon, ça, c'est tous les trucs techniques, on va dire. Alors, plus sur le fond,
je trouve que, comment dire, vous avez soulevé la question de l'adresse là tantôt, et je trouvais ça c'est très important. L'adresse, elle est évidemment claire quand il y a des journées d'études. Hein. On va parler devant une assemblée, on sait à qui on s'adresse et on sait pourquoi on le fait. Je trouve que, il me semble que dans pas mal de bulletins freudiens, on rassemble des articles, pendant un certain nombre de bulletins, on rassemble des articles dont l'adresse n'est pas nécessairement prédéfinie. Hein. Et donc, je crois une difficulté au sein de l'association, c'est qu'on fait parfois des bulletins qui dorment. Bon, vous l'avez dit aussi, hein, qui ne sont pas lus, qui ne sont pas, ou en tout cas, on ne sait pas s'ils sont lus. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de retours. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous disiez, c'est que vous vous donnez cette liberté ou cette possibilité de rencontrer les auteurs. Ça, je trouve que c'est très bien. Quand j'avais présenté le numéro sur l'histoire de la psychanalyse, j'y avais invité des membres des autres associations d'analystes. Ils étaient tous venus, ce qui est plutôt chouette. Et il y en a un qui avait dit, mais la première adresse, c'est le comité de rédaction, en fait. Hein, quand on écrit, c'est vrai, c'est les premiers à lire, et à la limite, il n'y aurait que... Oula, pardon. C'est déjà beaucoup, je trouve. C'est déjà pas mal. Ça n'a pas toujours été le cas, je pense, pour le bulletin. Alors, je parle ici d'articles qui ont été écrits et qui n'ont pas nécessairement été présentés lors d'une journée d'études quelque part, hein, dont des personnes qui ont écrit un article et qui l'ont envoyé comme ça par rapport à une thématique. Alors, je trouve que cette question de l'adresse, c'est vraiment important. Alors, ces dernières années, les 2 dernières présidentes ont vraiment tenté de pallier un petit peu à cette question en mettant un bulletin ou alors quelques articles d'un bulletin à la discussion dans l'association. Ça se fait, nous avons une tradition qui est ce qu'on appelle l'atelier du jeudi, du 4e jeudi, en fait, ça date du tout début de l'association. Tous les 4e jeudis, les membres de l'association se réunissent autour d'une question. Et donc, les 2 dernières présidentes ont veillé à ce qu'un certain nombre de ces soirées soient consacrées à la présentation et à la lecture d'articles. Donc, on demande à l'auteur de représenter un petit peu son article brièvement, et puis ensuite, on demande aussi à l'avance déjà à 3-4 personnes qui seraient d'accord de le discuter. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment très, très important, parce que si on ne fait pas ça, on écrit des articles, on s'essouffle, en fait, parce qu'on se dit, bon, ils ne sont pas lus, on n'a pas trop de tours, il faut quand même avoir un peu d'échange sur ça. Voilà. Alors, un point que je voulais soulever qui est intéressant, qui moi m'a beaucoup intéressé, c'était quand on publie des journées d'études, j'ai toujours veillé à ce qu'on publie, et je crois que ça a encore été fait, pas seulement les interventions de ceux qui ont parlé, mais également les échanges qui ont lieu pendant la journée. Parce qu'il n'y a rien à faire, une revue, c'est un collage de textes. Hein. C'est des gens qui, à gauche, à droite, ont écrit des choses, même s'ils les ont peut-être tous présentés le même jour en même temps, mais c'est quand même... c'est pas un auteur, quoi. C'est beaucoup de... Bon. Et je trouve que j'ai remarqué ça en faisant les transcriptions des discussions qui ont lieu après chaque présentation. Au fond, les discussions apportent une unité à la journée d'études, une unité dans le sens de permettre de repérer ce qui traverse finalement la journée d'études. Hein, au-delà de ce que chacun, donc évidemment c'est beaucoup plus réduit que ce que chacun a pu dire dans son intervention, mais c'est très, très important parce que c'est très intéressant, ça montre un peu qu'est-ce qui traverse à ce moment-là les personnes qui sont là. Et ça, je trouve, qu'est-ce qui les traverse sur le thème ou à partir du thème en question. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de précieux. Et qui permet d'ailleurs de lire la revue d'une traite.
Ça aide beaucoup, parce que le problème des revues, souvent, je trouve, pour moi en tout cas, c'est que c'est des articles, je ne vais pas dire disparates, hein, il y a un thème, mais enfin, c'est pas facile de lire une revue avec tous des articles écrits par des personnes différentes. Pour moi, en tout cas, c'est pas simple. Et je trouve que quand on peut remettre les échanges, du coup, il y a quelque chose de fluide qui se met. C'est pas mal. Donc, comme j'ai dit, on a organisé une journée, mais je ne vais pas beaucoup en parler, sur l'écriture et la psychanalyse en 2014, fin 2014. On avait invité quatre personnes, dont deux analystes et deux écrivains. Bon, c'était assez intéressant. L'idée, c'était d'essayer de voir comment l'écrivain sert un réel. Hein. Alors, peut-être que dans cette journée, si on pouvait en refaire une, peut-être on devrait peut-être plus demander à, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, plus demander à des écrivains pur jus, oui, et pas à des analystes de venir parler de comment avec leur écriture, quel réel ça sert, quel réel, parce que j'ai l'impression, enfin, c'est une question tout à fait personnelle à moi, le lien entre l'écriture littéraire et l'écriture analytique. Je trouve que c'est vraiment une question délicate, une question difficile. C'est pas la même chose. Alors, le dernier numéro réalisé sous la responsabilité, ça va, je ne prends pas trop de temps. Le dernier numéro réalisé sous la responsabilité de Claude Jamard est parti très vite, en fait. Hein. C'est un peu inattendu. C'est un numéro, voilà, qui n'a. Je vais vous lire deux, trois phrases de son éditorial, parce qu'il est beau. Et en fait, elle l'a intitulé « N'écrire ». Moi, je vous avoue qu'à l'époque, moi, je me demandais qu'est-ce que vous voulez dire avec ça. Donc, N', écrire, n'écrire. C'est une idée sur la négation. Alors, elle explique là-dedans, donc ça n'a pas du tout, il n'y avait pas d'argument. Je pense que Claude, elle me disait, parce qu'elle venait beaucoup à Paris, Claude Jamard, elle me disait, je vais faire mon marché. Donc, voilà, donc, elle ramenait une série de textes, ou en tout cas, elle ramenait des contacts, hein, à partir desquels qu'elle arrivait à convaincre d'écrire. Donc, le titre de ce petit éditorial, c'est « Écrire, c'est se tourner vers Eurydice hein, ». Ça ne vous surprendra pas. L'écriture est ce travail nourri de la chose exclue à l'intérieur. Alors, elle a de très belles phrases. Hein. Elle a toujours, avec une faute d'orthographe, absolument. On a mis « a » avec l'accent là, comme une préposition, pas mal. Oui, alors ça aussi, hein, le nombre de fois qu'il faut relire des articles pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute dedans. Alors, elle a toujours quelques valeurs représentatrices, l'écriture donc a toujours quelques valeurs représentatrices du mal fait à l'âme par son impréparation qui la laisse enfant. Franchement, on pourrait écrire un texte à partir d'une phrase comme ça. Donc, se risquer à l'écriture, c'est ne pas savoir ce qui est à écrire avant de l'écrire. Et puis, elle pose la question, que serait écrire d'une écriture analytique? Elle ne répond pas. Elle dit, il y a eu simplement une page blanche tendue, hein, comme une main. Et donc, l'acceptation d'être entamée dans sa toute-puissance et de s'arrimer au silence de l'autre, dit-elle. Donc, voilà, je trouvais que c'était une jolie façon de parler de ce que c'est que de se lancer à écrire. Mais en même temps, vous voyez, ce numéro a été conçu par Claude, par des contacts qu'elle a fait avec une série de personnes. Donc, il n'y avait même pas d'argument l'annonçant. Alors, bon, avec les gens qui écrivent, il faut quand même parfois se battre hein, pour obtenir les textes. Hein. C'est franchement pas toujours facile. Hein.
Et je pense qu'une des difficultés, c'est évidemment que c'est difficile de lâcher son texte. Et du coup, ça pose une question par rapport à ce que je suis en train de faire, parler ou écrire, c'est absolument pas la même chose. Une fois qu'on parle, on lâche, quoi. Je veux dire, ça nous dépasse. Tandis que quand on écrit, on peut le reprendre, le reprendre, le reprendre, le reprendre. Enfin, bon. Et donc, c'est toujours une grosse question, je trouve, la différence d'énonciation dans l'écriture et dans l'oral. Et moi, je ne suis pas capable de développer ça, mais je crois que dans nos revues, en tout cas, il faudrait qu'il y ait un lien qui puisse s'établir entre ces deux dénonciations. Il faudrait que, c'est un peu ce que j'ai dit là tantôt, c'est-à-dire qu'il faudrait que quelque part, ça rencontre une adresse à partir de laquelle il puisse y avoir des échanges, hein, et qu'il y ait de l'oralité qui revienne. Moi, j'ai remarqué souvent, pour moi-même, hein, que quand je sois, enfin, pour des romans, c'est moins quoique, quand vous lisez un texte à voix haute, ça n'a rien à voir avec lire un texte dans la tête, quoi. C'est extraordinaire la différence. Et alors, bon, voilà, je ne vais pas développer ça plus, je n'en suis pas capable. J'arrive au bout de ce que j'avais noté. Bon, évidemment, un écrit est quelque chose de plus serré, hein, par la force des choses, je pense. C'est plus maîtrisé que la parole. Alors oui, un truc intéressant, quand vous lisez un texte à voix haute, et je pense qu'il faut vraiment le faire, et c'est pas facile à faire, parce que quand on commence à lire à voix haute, moi très souvent, je me rends compte que je le fais un petit peu, et puis pouf, je retombe dans ma lecture cérébrale. C'est pas simple pour soi-même, hein, quand on est seul. Mais j'ai remarqué que quand je lis à voix haute, on ne met pas la même ponctuation que la ponctuation orthographique. Et faites l'essai, vous allez voir, la ponctuation que l'on met n'est pas la même que donc les points, les virgules, tout ça. Ça ne se trouve pas au même endroit que dans le texte écrit. Bon, oui, alors j'ai noté des choses sur la lettre et tout ça, mais je ne vais pas développer ça, c'est pas... Oui, enfin, il y a toute une série de réflexions que moi je me fais, mais dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais sur écrire, lire, hein, ce sont des... Qu'est-ce qu'écrire, mais aussi qu'est-ce que lire, hein, comment lire, c'est... Écrire, au fond, n'a rien à voir avec la lecture, hein. Ce qui a été écrit et ce qu'on lit, ce sont deux choses tout à fait qui peuvent être totalement éloignées l'une de l'autre. Pas totalement, mais pas mal. Et donc, la question, je vais terminer avec ça, c'est que je trouve que dans l'écrit, ça a été très joliment dit là tout de suite. Attendez, je vais retrouver la phrase que j'aimais bien. Comment faire, oui, c'est ça. Comment obtenir la possibilité de ne pas conclure, hein? Comment faire qu'un texte écrit reste ouvert? Je trouve très souvent, ah oui, j'ai une idée, j'ai oublié de dire, qui est intéressante. Je trouve que l'écrit est parfois tellement serré qu'on ne voit plus très bien où est le trou, hein? Et j'ai remarqué que quand les gens parlent dans des journées d'études, ils ont les 3/4 du temps, ils ont écrit un texte. Hein, vous voyez, la difficulté, c'est de s'énoncer. Hein. On prend un texte et puis on lit son texte. Je ne critique pas du tout ça, hein, je le fais également. Hein. Mais on lit son texte et puis par moment, on a envie de parler son texte. Et ce que j'ai remarqué qui arrive fréquemment, c'est que des personnes perdent le fil. Parfois se mélangent même dans leurs pages, ils ne savent plus très bien où ils sont dans leur texte. Vous voyez, donc, comment l'oralité vient casser quelque chose qui est trop écrit, trop serré dans la... Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, si je parle de ça, c'est parce que je trouve que
dans les textes qu'on publie dans la revue, c'est important qu'il y ait de l'air, quoi. Voilà. Je vous remercie. Merci, Michel Hennis, pour votre énonciation, ce qui nous rappelle qu'effectivement, une écriture nécessite aussi une parole et que peut-être, voilà, de venir parler d'articles, ça met aussi au travail chacun dans son énonciation et dans l'échange qu'il y a. Ça me faisait penser que peut-être cette revue avait amené une nécessité d'un transfert de travail, puisqu'elle a accouché de l'AFB, on va dire. Alors, je vais passer tout de suite la parole. Ah oui, si vous souhaitez, bien sûr. Alors, attendez, on va vous donner un micro. Valentin Nivinossi. Oui, Michel, ouais, voilà, j'étais accroché par ceci. Quand tu dis l'écrit doit être plus maîtrisé. Alors, je me suis demandé quelle était l'instance qui maîtrise. Parce qu'en pensant au titre de Claude, n'écrire, qui est sur le plan, je veux dire, une sorte de néologisme, d'abomination grammaticale, je l'ai lu comme ça. C'est-à-dire, c'est l'ablation d'un jambage de ce qui serait correct, du m'écrire. Je ne m'écris pas. Je raye quelque chose du moi pour laisser écrire. C'est comme ça que j'ai entendu les deux choses que, voilà. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, non, réagir, non, mais c'est bien. Non, je voulais juste, parce que vous avez dit venir parler de son article, hein, comme on fait dans l'association, comme je dis, hein, les jeudis, là, parfois. Et en effet, ce qu'on remarque quand quelqu'un vient parler de son article, c'est qu'il ne raconte pas tout son article. En fait, il parle d'un truc dans son article. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que cet aller-retour, ce n'est pas toujours possible, hein, mais ça, c'est vraiment très intéressant. Merci pour votre... Est-ce que dans la salle virtuelle, quelqu'un veut prendre la parole ou peut-être ensuite? Alors, je vais passer la parole tout de suite à Géry Paternotte, qui va nous parler donc du dernier numéro du bulletin freudien. Oui, voilà. Alors moi, j'ai écrit, mais comme j'ai écrit dans le train ce matin, il reste des trous, hein, et il ne faudra pas hésiter en tout cas à m'arrêter, parce que c'est souvent nécessaire. Voilà. Et donc, comme Michel nous l'a précédemment rappelé, le bulletin, c'est effectivement une revue qui peut rendre compte, hein, qui peut faire trace des journées d'études, des colloques organisés ou co-organisés par l'AFB. Et c'est le cas finalement aujourd'hui d'une majorité de numéros. Et nous nous en réjouissons, hein, finalement, de cette espèce de patrimoine en construction et qui rend compte de notre travail et de nos échanges avec nos collègues de l'ALI, de l'EPHEP et d'autres groupes. Mais dans le même temps, et à partir un petit peu aussi de cette origine, hein, du bulletin, l'actuel comité, qui grosso modo est le même depuis 2016, hein, ton départ, l'actuel comité de rédaction, donc composé de Catherine Mailleux, qui est intervenue tout à l'heure, de Clotilde Henry de Franc et moi-même, souhaite continuer à faire du bulletin une invitation, voilà, à un travail original, à un travail propre, en proposant à partir d'un argument écrit pour le coup à 3 et pas à 10, ça va peut-être un petit peu plus vite, voilà, le déploiement de certaines questions ou thématiques à la fois à notre groupe belge et à d'autres. Et donc, c'est le cas de ce dernier numéro, le 68. Et alors là, ce n'est pas le moindre de ces paradoxes,
puisque cette invitation à écrire ensemble un bulletin a fini par accoucher d'une journée d'études dont finalement le bulletin sont les actes. Donc, on n'est pas un paradoxe près. Une journée qui s'est intitulée « Création, art et inconscient » et qui s'est tenue à Bruxelles le 27 mars 2021. Alors, je rappelle cette date parce que nous étions en pleine seconde vague de l'épidémie de Covid-19 et que nous découvrions, enfin là, depuis une petite année, l'usage maintenant tout à fait établi du Zoom. C'est encore le cas aujourd'hui. Et ça nous a permis, en fait, de proposer des soirées de travail et de préparation autour de la thématique avant même une journée d'études ou avant même l'écriture au sens propre de ce bulletin afin d'inviter qui souhaitaient à venir, alors soit écouter, participer, mais aussi éventuellement venir proposer ses élaborations, ses idées, les mettre à l'épreuve, en voir les effets finalement de ces échanges, et puis leur reprise du coup dans une élaboration que je dirais seconde, et qui pour certains d'entre eux ont fait l'objet de cette journée à Bruxelles. Et dans ces soirées de préparation, mais grâce à Zoom, il y avait aussi une participation de Grenoble, par exemple, puisqu'il y avait Pierre Harel, enfin Montpellier, toute une série de collègues à l'extérieur. Et un travail comme ça en amont, tout à fait, je pense, inédit, c'est fait dans cette espèce d'élaboration en 3 temps. Et c'est par exemple et singulièrement dans ce numéro le cas de l'article d'Alexandre Ben qui s'intitule « De la création artistique du réel de l'inconscient » et qui a vraiment pris son appui sur une proposition de travail de notre première soirée. Il fallait bien commencer par quelque chose. Et donc, j'ai proposé de mettre au travail la lecture de ce chapitre « La création ex nihilo » dans le livre de feu Jean-Daniel Causse, Lacan et le christianisme. Et puis, ça a fait écho dans des intuitions cliniques d'Alexandre. Ça lui a permis d'y trouver une première formalisation et puis de la faire évoluer. Puis il reviendra une soirée suivante sur l'avancement de cette élaboration qui va être elle-même rediscutée, et c'est finalement le résultat de ça qui arrive à notre journée d'études et que vous retrouvez aujourd'hui dans ce numéro. Et donc, il y a à la fois quelque chose qui est signé à un moment, assumé par l'un de nous, et qui en même temps est quand même un effet de travail à plusieurs. Et ça, c'était la première fois qu'on prenait les choses ainsi. Donc, dans le fond, ça restitue comme ça au bulletin cette qualité un peu de work in progress, et dans le fond intimement liée à la constitution de notre groupe belge, par l'invitation qu'il propose au travail, tout en étant évidemment ouvert à l'échange avec d'autres. Voilà, je ne sais pas si je peux, enfin voilà, je le fais, mais c'est vrai que nous sommes à nouveau dans un désir de travail par rapport à une thématique qui n'est pas encore très avancée, et d'ici l'élaboration de ce numéro, il y a une journée sur l'exil et puis nos dernières journées internationales sur le transfert à l'épreuve de nos cliniques dont il va falloir rendre compte. Mais effectivement, on essaie pour le moment d'essayer un petit peu de dégager quelque chose pour travailler des questions qui touchent à l'altérité. Voilà. Et qui devrait devenir, si je compte bien, le numéro 71, sauf qu'il s'appellera évidemment le numéro 71. Voilà.
Ben, donc, pour donner un peu de contenu à cette présentation, voilà, je vous propose quand même du coup de lire cet argument du numéro 68. Et puis, si le temps nous le permet, pourquoi pas même de parcourir voilà, sa table des matières de manière un peu commentée. En tout cas, si on n'a pas le temps, c'est pas grave, mais je m'en voudrais ou je nous en voudrais quand même de ne pas épingler au moins un article. On a du temps. Voilà, de par son caractère tout à fait exceptionnel et extraordinaire. Voilà, et je regretterais qu'il ne soit pas, qu'il passe un peu sous les radars, comme tu le disais, hein, puisque c'est un article d'un tout jeune collègue, Jean-Pierre Lebrun, que vous ne connaissez peut-être pas. Non, hein, non, mais voilà, qui est très à côté de la forme habituelle que l'on peut trouver à la fois dans l'écriture d'articles et dans l'intervention dans des journées d'études. Je pense que c'est quelque chose, voilà, les personnes présentes en tout cas ont pu recevoir ça comme un acte tout à fait singulier. Et bon, au moins là-dessus, j'aimerais revenir 2 secondes si on en a le temps. Alors, ça ne s'appelle pas argument ni introduction, mais ouverture. Et c'est vrai que je me disais, dans le fond, dans ce travail d'écriture, même quand on rend compte aujourd'hui de colloques ou de journées d'études, on essaie avec Clotilde et Catherine, enfin on n'essaie pas, on fait, de réécrire une ouverture. Voilà, qui parfois précède du coup l'introduction qui a été faite à cette journée d'études, mais qui est dans le fond déjà un travail de relecture de ce qui a été dit, ce que la personne qui ouvre un colloque ne peut évidemment pas connaître. Voilà. Depuis Freud, l'art n'a cessé de faire objet pour le discours analytique, c'est-à-dire n'a cessé de lui échapper. Tout discours de fait achoppe sur le réel de la création et se trouve en même temps relancé puisque l'art agit comme un plus de jouir sur son spectateur, son lecteur, son admirateur, que peuvent être le psychanalyste ou l'analysant. La pratique artistique comporte ceci de commun avec la pratique analytique qu'elle reste pour une part mystérieuse et non transmissible. Bref, sa structure est fondamentalement trouée. Elle est acte en ceci même que loin de voiler ce trou, elle en trouve sa cause. Sans doute va-t-elle un pas plus loin et ferait-elle la voie pour le psychanalyste en proposant à chaque fois et à nouveau frais, au lieu de la béance de l'autre, un semblant à même d'agrafer le réel. Là réside son génie au sens plein du terme, sa poésie. À partir de cette proposition, il s'agit moins pour nous de relancer une psychanalyse appliquée, qui chercherait confirmation dans une théorie de l'art, qui s'offrirait comme outil critique ou comme un tout savoir sur l'art depuis l'interprétation de l'œuvre jusqu'à la psychobiographie de l'artiste, que de se laisser renseigner par les effets de l'œuvre, de son acte de production, comme de sa réception pour un sujet, analyste ou analysant. Si un savoir peut se constituer, c'est bien dans la reprise de cet effet de surprise, de réel, sur lequel la mise en forme, en œuvre, en acte, tente de reprendre un morceau de jouissance interdite. Cet effet de réveil et de dévoilement fait-il symptôme ou sortie hors du symptôme? Dépasse-t-il le cadre restreint du principe de plaisir? Et si oui, pour quelle jouissance? Son enveloppe formelle reste-t-elle celle du signifiant dans sa prise sur le réel? Le laisse-t-il objet d'un déchiffrage, d'une interprétation? La création est par ailleurs un processus d'extériorisation, non pas sous la logique d'une vidange, mais comme ce qui, d'un corps, se joue au dehors, dans l'étrangeté d'un lieu de l'intime. Ce qui m'est le plus intime est justement ce que je suis contraint de ne pouvoir reconnaître qu'au dehors, avançait Lacan dans son séminaire d'un autre à l'autre en 69 à partir du cri de Munch. Quelle place donc pour l'autre, avec un grand A ou l'autre avec un petit, comme lieu d'une adresse ou de réception? Il semble que cet enjeu puisse différer fortement pour chaque sujet, tel que cela nous est rapporté dans les cures.
Dans ce même séminaire, Lacan vit ce lieu de l'extime comme celui d'une vacuole, d'un interdit au centre qui constitue dans le vide de la chose ce qui nous est le plus proche. L'objectita, dit-il, joue ce rôle dans l'œuvre d'art par rapport à la vacuole. Il est ce qui vient chatouiller Dasding de l'intérieur. Aux côtés de cette réception de l'art par le psychanalyste comme travail de sublimation, de solution originale au problème de l'appropriation et de la perte de l'objet, de cet art compensatoire, d'autres enjeux toutefois nous sont adressés. Nous pourrions leur donner le statut de post-édipien et convoquer les questions de nouage qui se voient originalement opérer. C'est tout le sens de la démarche de Lacan, relisant Joyce, dont l'opération d'écriture lui est apparue comme un raboutage de l'ego dans une purge imaginaire. Combien de sujets psychotiques n'établissent pas un monde à nouveau habitable à partir d'un détail de tableau, de chanson ou d'un traitement de la langue? Qui parmi nous n'a pas aperçu les effets de l'œuvre sur tel ou tel spectateur, durablement convoqués par les caractéristiques thématisables ou non de ce qu'il a vu, lu, entendu? Les objets de l'art servent nos cures. Ces objets font opération dans leur création ou dans leur réception pour nombre de nos analysants. Il nous semble que le psychanalyste ne peut se passer de l'art comme matériel parfois central de la cure. Une psychanalyse donc non appliquée à l'art, mais à la cure et relancée par l'art, enseignée par celui-ci. Voilà ce que nous avions proposé à nos collègues, en espérant que parmi eux, certains s'en trouvent inspirés. Et voilà, dans ce numéro, on a effectivement réussi à épingler, à accrocher Christian Firenze, Luminiza, Claude-Pierre Tigirelas dont on parlait tout à l'heure, moi-même, Joachim Hollender qui est un vidéaste et plasticien, je ne sais pas s'il faut dire belgo-français ou franco-belge, en tout cas vraiment entre Paris et Bruxelles, Alexandre Ben, Jean-Pierre Lebrun, Pierre Marchal, et nous avons aussi des rubriques qui peuvent être des cabinets de lecture, où je vois que Anne Malfait est présente par Zoom. Elle nous proposait des récits africains, puisqu'elle voyage très régulièrement en Afrique, et ça lui donnait effectivement matière à réflexion et à mise en lien avec sa pensée et son travail d'analyste. Et donc ici, c'est notre collègue de Dunkerque, Guy Voisin, qui nous proposait voilà, 2 lectures d'ouvrages. Alors, je vais en tout cas commencer par lui, et puis on verra bien si on va au-delà. Mais c'est vrai que ce qu'on a souhaité, entre autres, faire, tu parlais, Michel, tiens, il faudrait plus inviter des écrivains que des psychanalystes. C'est aussi, dans ce numéro, essayer de considérer la création non pas et seulement comme un synonyme de l'art. Dans le fond, en quoi est-ce qu'un sujet devient créatif, et est-ce que simplement il y a toute une série de champs formels qui sont réservés à la création ou pas? Évidemment, la réponse est dans la question. Et donc, nous avions décidé d'essayer d'attraper ce qui nous semblait dans notre groupe belge, en tout cas, si pas le plus créatif, pas le moins créatif d'entre nous sur le plan théorique et clinique, c'est-à-dire Jean-Pierre. Pour la petite histoire, c'était même c'est quelque chose qui est arrivé à la suite d'un repas dans un restaurant où Jean-Pierre assis en face de moi, et je sais plus, on parlait évidemment d'analyse, et il disait mais dans le fond les analystes, c'est quand même ceux à qui il reste le plus gros morceau à la fin de leur cure, et quelque chose qui ne cesse de ne pas se traiter et qui finissent par s'engager et par être dans une exigence de travail, comme pour parler en termes freudiens. Et alors, je lui faisais remarquer qu'il travaillait beaucoup. Il n'a pas infirmé.
Et donc, quand nous est arrivée cette idée de numéro, l'idée, c'était de lui demander, ben alors, est-ce que tu accepterais, voilà, de venir nous parler d'où ça vient, finalement, dans ton cas particulier et singulier, cette exigence de travail. Alors, non pas venir nous parler d'un monde sans limite ou enfin, voilà, de nous parler comme tu nous parles habituellement, hein, et avec ce bâton de pèlerin que tu prends pour aller toujours un peu pousser plus loin ces mêmes questions que tu ne cesses de reprendre, mais plutôt de faire un retour en arrière, de voir d'où ça vient. Voilà. Et Jean-Pierre, effectivement, est intervenu lors de cette journée avec un texte qu'il a appelé « Chacun son trou ». Et où, dans le fond, avec une grande profondeur et une grande honnêteté, autour de la question de l'universel, hein, de la structure et du trou, la création, ben, ce qui pouvait en être de manière singulière pour lui, à partir de son histoire familiale et à partir de ses différentes tranches d'analyse, hein, et combien ça éclaire ensuite de manière alors tout à fait inédite, je pense qu'on était nombreux à être bouche bée, les thèmes, et à la fois les thèmes et l'acharnement, hein, du travail de création théorico-clinique dans lequel il est engagé. Je regarde l'heure, je ne sais pas s'il est temps pour une petite discussion ou si j'épingle l'un ou l'autre autre article. Pour les personnes qui n'ont pas lu l'intervention de Jean-Pierre Lebrun, c'est peut-être bien d'en dire un mot de ce qu'il a véritablement engagé dans une réponse à cette invitation qui lui a été faite, d'en dire quelque chose le concernant. Alors, il y avait évidemment de ma part, vous en avez bien entendu, une petite intention publicitaire, hein, de venir accrocher le lecteur et donc de ne pas trop en dévoiler. D'autant qu'il y a une telle singularité que c'est très compliqué de... ça n'est pas du concept qu'on se partage. Je veux bien être deleuzien tant qu'on veut et que tout ça nous traverse, mais là, il y a quand même quelque chose qui est assez incarné. Néanmoins, pour le dire rapidement, Jean-Pierre est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'un couple voilà, qui a été bousculé par l'histoire, hein, et qui n'était pas en tout cas dans les formes juridiques tout à fait légitimes dans un premier temps et pendant longtemps. Et ça a créé une situation particulière, et vous allez tout de suite entendre ce que je veux dire par là. C'est que Jean-Pierre a porté le nom de sa mère et pas de son père pendant les premières années de sa vie. Et pour diverses raisons qu'il explique ici, celle-ci, ensuite, pour que son père puisse l'adopter, a dû l'abandonner. Hein. Et donc, il a été le fils de la mère, il est devenu le fils du père, et entre les deux, il a été pendant un moment dans cette espèce de limbe, hein, du fils de rien. Alors ça, c'est évidemment la réalité juridique, et qui par ailleurs est quasiment synchronique, évidemment. Hein. C'est dans la même séance devant le juge de paix de l'époque. Mais ça montre en tout cas combien aussi la manière dont on existe dans les mots, hein, la manière dont on peut être fils à la fois de l'un et de l'autre, la manière dont bon, toutes les thématiques qu'il cite d'ailleurs à un moment, à la fin de son intervention,
vont prendre chez lui effectivement un caractère qui n'est pas de venir en ajouter un petit peu à la somme théorique de la psychanalyse ou d'être un petit peu plus brillant ou plus important que d'autres, mais au contraire une espèce de nécessité subjective qui le fait encore travailler beaucoup aujourd'hui pour avancer sur ces questions. Il disait donc je crois qu'avec ce que je vous ai dit, vous n'aurez aucune difficulté à identifier d'où se soutiennent les questions théorico-cliniques qui m'agitent, l'incidence du social, le principe paternel, les couleurs de l'inceste, la distinction à maintenir entre forclusion et père missus orbite, les états limites et leur phénoménologie, l'importance cruciale du transfert, cet appui pris dans l'autre pour accéder à l'inconnu en soi, et plus radicalement, pour simplement accéder à la possibilité de dire la foi en ce que parler implique, la distinction humanisation-subjectivation, la castration comme opération réelle et pas seulement d'emblée symbolique, la parole comme seule arme que nous ayons à faire, que nous ayons pour faire face au réel. Donc voilà, je m'en veux aussi de finalement surtout insister sur lui, hein, parce que il y a beaucoup d'autres articles tout à fait passionnants, mais voilà, c'est un numéro que je vous invite à consulter. Alors, soit effectivement en vous le procurant maintenant, soit, comme le rappelait Michel, au bout d'un certain temps, les anciens numéros sont systématiquement mis en ligne sur le site internet de l'Association freudienne de Belgique. Et c'est vrai que pour avoir quelques responsabilités de formation auprès de jeunes à l'université, c'est en fait vraiment heureusement quelque chose un travail qui trouve son adresse et qui par ailleurs trouve son adresse voilà, en proposant effectivement une certaine lecture, une certaine orientation qui, voilà, qui se trouve peu relayée sinon dans les revues universitaires actuelles. Merci Géry pour ta présentation. Alors, en t'écoutant, je me disais que création, art et inconscient aurait pu s'appeler création, acte et inconscient. Parce que voilà, je ne savais pas que ce dernier numéro, en fait, avait une histoire lui aussi. Apparemment, il y a beaucoup d'histoires avec des reprises de désirs comme ça, sous différentes formes, qui se décalent régulièrement. Et donc, voilà, que les journées, en fait, ont été initiées par, au départ, voilà, un thème de travail. Mais voilà, moi, je pensais que les journées avaient amené le bulletin numéro 68, tout simplement. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Hein, il y a des allers-retours comme ça. Je dirais non seulement acte, mais aussi objet. Alors, on entend évidemment l'objet petit a hein, qui est venu causer ce désir, mais c'est très sensible, par exemple, à la fois chez Luminiza ou chez Alexandre Ben, la question aussi formelle de l'objet de création, en ce sens que ses caractéristiques ou ses qualités vont effectivement pouvoir faire invention pour le sujet. Hein, donc voilà, ça, ce ne sont pas des choses qu'on trouve très souvent, je crois, dans ce qu'on peut produire, dans ce qu'on peut écrire en analyste et auquel, oui, par exemple, Alexandre et Luminiza ont été de manière très, très, très fine, tout à fait attentifs. Il y a entre autres, dans l'article de Luminiza, et c'est un cas dont elle a déjà parlé par ailleurs, mais elle parle d'une cure avec une analysante dite schizophrène et combien effectivement les qualités formelles de la lettre hein, et des lettres de son nom et de son prénom, mais également de la lettre au sens de l'enveloppe postale, vont venir border topologiquement et donc capitonner, je vais le dire comme ça, effectivement de la signification en dehors d'un cadre qui serait
délirant et qui serait dans une espèce d'inflation imaginaire permanente. Là, il y a quelque chose qui se capitonne et qui permet effectivement à cette jeune femme de venir se tenir. Alexandre aussi revient sur ce qui lui semble être des caractéristiques effectivement qu'il vient reconnaître et qui, pour lui, ne peuvent plus être lus du coup comme quelque chose du côté de la sublimation, hein, qui est dans le fond une reprise de l'objet pour l'accommodement pulsionnel et où l'objet est élevé à la dignité de la chose, mais comment aussi ex nihilo, pour le coup, certaines choses viennent prendre forme de manière tout à fait particulière. Il y a donc Catherine Mailleux là, qui est avec nous et qui interrogeait Joachim Hollaender aussi sur vraiment la question de l'inachevé, du décousu, du sans résolution, de la faille, de la distanciation. La faille à l'intérieur même d'une œuvre. Oui, tout à fait. La faille qui vient faire presque trou à l'intérieur même de l'œuvre du cinéaste. Oui. Et d'ailleurs, il a été beaucoup question, puisque Anne Josse et Pierre Harel, qui étaient les discutants de Joachim Hollaender, avaient tous les deux pris le soin, je ne vais pas dire la peine, mais le soin, effectivement, de s'intéresser un petit peu à son œuvre. Beaucoup de questions d'un film qui s'appelait La collection inachevée. Hein. Et donc, effectivement, cette question de la faille et de l'inachèvement, traitée à partir de quelqu'un qui n'est pas du tout analyste, hein, même s'il en a voilà, très proche de lui, mais est vraiment venu nous enseigner des choses fort intéressantes. Et je n'étonnerai personne si je dis également que, évidemment, le texte qui est un petit peu le plus programmatique, sans doute le plus ficelé et le mieux travaillé dans cette journée, mais c'est celui de Christian Firenze, tiens donc, et qui vient vraiment venir nous dire c'est quoi ce ex nihilo, c'est quoi ce à partir de rien, hein, et combien il y a lieu effectivement de prendre compte de ce qu'il s'agit là dans la cure même. Dans le fond, la cure, c'est effectivement venir vider cette place de l'autre qui serait suggestion, qui serait orientation vers une éthique des biens, et combien il le comprend à partir effectivement de la question de la création. C'était tout à fait passionnant. Oui, alors juste avant de laisser la parole aux salles, si vous voulez discuter, je voulais juste rajouter qu'effectivement, dans ce numéro, on entend bien l'insistance sur la place vide à travers différents articles. Et notamment, puisque nos intervenants ne parlent pas trop de leur article, je vais insister un peu sur la façon dont toi, tu as repris cette question-là, je dirais, du côté du non-sens. La question de la surprise, des effets de fin de cure et alors notamment avec ce morceau de Coltrane, My Favorite Things, de ce temps du 2 au 3 qui revient sur du 2. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste, mais cette possibilité comme ça de la surprise, d'un effet non attendu, quelque chose comme ça, qui permet d'épuiser cette question des signifiants. Est-ce que tu veux en dire quelque chose? Oui, donc il s'agissait effectivement de proposer une autre lecture qui serait celle du déchiffrement. Hein. Et pour le coup, à partir de l'insistance, après des séances pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'un thème musical. Vous savez, ce qu'on appelle des vers d'oreille, on ne parvient pas à se débarrasser facilement, sauf que d'habitude, ce dont on ne parvient pas à se débarrasser facilement, c'est la mélodie qu'on retient. Hein. Et là, il s'agit au contraire,
au départ d'une mélodie qui est issue de Broadway, hein, vraiment des comédies musicales, mais qui, sous la férule de Coltrane et pendant plusieurs années, jouée quasi quotidiennement avec ses différentes formations, va terminer dans quelque chose qui, à la fois sur le plan rythmique et sur le plan tonal, est de l'ordre de la structure, hein, qui d'ailleurs peut difficilement être entendu ou accepté par, je dirais, j'aime pas le terme néophyte, mais enfin des personnes non préparées à ce qui serait compris comme musique, hein, et qui néanmoins, insistait, et combien finalement, dans le cours de, alors non pas de l'interprétation, mais finalement de la prise en compte de ce qu'à un moment, par exemple, Lacan peut appeler aperçu de réel, hein, et dans sa nomination, il s'est agi de repérer la fonction que ça avait, et que c'était, de nouveau pour reprendre Lacan, dans l'étourdi, un dire que non. Un dire que non à cette espèce de jouissance, hein, propre à l'analyse quand on ne veut pas, entre autres, qu'elle s'arrête, hein, et qu'on en finit effectivement par essayer d'aller dénicher du signifiant dans tous les sens, de toutes les manières, alors que ce qui est son bien propre, c'est que finalement, il ne signifie rien, hein. Et comment effectivement, pour le coup, dans une cure, eh bien, un objet d'art et sa réception peut effectivement servir quelque chose, alors que l'analyste n'avait pas du tout repéré ça. My favorite thing, évidemment, c'est la chose, quoi. Enfin, voilà. Et comment effectivement ça a pris du temps à pouvoir être repéré, nommé, et effectivement de poser un acte qui était par exemple celui de la fin de cure. Ouais. Alors, nous avons un temps pour la discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle, la salle en présence? Alors, je crois qu'en salle virtuelle, il y a Catherine Mailleux qui voudrait parler. Catherine, Oui. allez-y. Rebonjour à tout le monde. Merci beaucoup à Michel et Géry pour la présentation qu'ils ont faite. Je voulais juste apporter une toute petite... c'est au sujet de l'article du dialogue avec Joachim Hollaender autour de la faille. Le film qu'on a surtout beaucoup discuté, il me semble, c'est Le Musée de Berlin, qui évoque... c'est un film dans lequel... qui se passe au musée juif de Berlin, autour d'un vide architectural propre au bâtiment, dans lequel est matérialisée en quelque sorte la faille du film et du personnage et de l'histoire. Voilà. Et c'est vrai qu'on a évoqué évidemment d'autres films de Joachim Hollaender, dont La collection qui n'existait pas, qui est un film que Joachim Hollaender a fait sur Herman Dahled, qui est un grand collectionneur d'art conceptuel. Voilà. Et donc, je voulais juste apporter ces toutes petites précisions sur l'intitulé des films de Joachim et remercier mes collègues. Très bien. Est-ce que je peux dire un mot? Céline? Anne, oui, je t'en prie. Oui, voilà. Voilà, je voulais aussi à mon tour remercier mes collègues belges pour tout l'intérêt, hein, de la présentation que Michel et Géry viennent de nous proposer. Et en les écoutant, je me disais, mais quel est cet objet privilégié pour l'AFB? Quel bulletin freudien? Alors, je me disais, objet de la pulsion, hein, pulsion d'écrire ou pulsion de n'écrire, comme l'avait proposé Claude. Objet d'identification sûrement, comme trait, j'irais même jusqu'à dire, comme trait fondateur pour l'AFB, comme nous l'a rappelé Michel. Et puis, objet perdu aussi, hein. Nous tournons souvent autour de la question, il faut le lâcher, il faut le déposer à la lie, il faut le vendre. À combien allons-nous le vendre? 15 €, 20 €? Quel prix pour un numéro plus petit? Quel prix pour un numéro plus gros, hein? Comment arriver aussi à le diffuser, à le lâcher? Et puis alors, il me vient aussi que, bien sûr, c'est un objet d'amour, hein. Nous y tenons à notre bulletin freudien.
Et puis, en particulier pour ce numéro 68, dont Géry nous a fait, comme il dit, la publicité, mais aussi dont il a rappelé tout le mérite de l'existence de ce numéro, je dirais un objet particulier de transmission et soutenu par les plus jeunes d'entre nous, par cette jeune génération qui porte le bulletin aujourd'hui, et où, en effet, il faut le relever, où Jean-Pierre, avec la singularité de son énonciation, cette fois-ci, tout particulièrement, a tenu à soutenir cette passation dans la transmission. Voilà. Merci à vous. Merci, Anne. Je pense qu'il y a Marc Morali qui a ouvert son micro et on parle de jazz. Oui, je voulais juste faire une remarque. Merci en tout cas pour ces deux présentations tout à fait intéressantes et qui, je pense, ne peuvent, révélant comme ça les dessous de la fabrique d'une revue, parce que c'est ça qu'on pourrait faire finalement, vous savez, comme au cinéma. Le film sur la fabrique de la revue, qui expliquerait justement l'écart immense entre souvent le but recherché et malheureusement le peu d'écho que nous avons des travaux des gens qui se risquent à écrire. Et pour en revenir à My Favorite Things, qui est quand même une affaire formidable, qui devrait intéresser les psychanalystes, beaucoup plus d'ailleurs, justement. Ma chose favorite. Alors, une interview de John Coltrane est fantastique là-dessus. On lui a dit, mais enfin, écoutez, vous jouez ce machin-là pendant 1 heure, parce qu'il pouvait jouer pendant 1 heure le même thème. Un concert de Coltrane, c'était pas 350 morceaux, c'était 1 fois 1 heure. Et de temps en temps, ça devenait un peu fou. On lui a dit, mais ce morceau, finalement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un saucisson de Broadway, c'est-à-dire il y a 2 accords dans tout le morceau. Et vous n'en avez pas marre de jouer sur 2 accords. J'insiste sur le côté binaire. Hein. Oui, non, non, oui, puis finalement, non, 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 oui, finalement. Vous voyez, c'est ça, My Favorite Things. C'est un jeu sur le binaire, mais très trafiqué, très, très savant. Et il a répondu ceci, qui doit encore une fois intéresser les psychanalystes. Pour l'instant, je joue sur 2 accords. Quand j'aurai fini avec 2, j'attaquerai le 3. Ce qui est une plaisanterie parce que, bien sûr, My Favorite Thing est une valse, c'est-à-dire un rythme à 3 temps. Alors, de temps en temps, il convient d'entendre un peu ce que nous expliquent les artistes sur le 2 dans le 3, sur le 3 dans le 2, hein, sur ce qui touche au réel, ce qui touche à la chose favorite. Hein, c'est extraordinaire cette affaire-là. Voilà. Merci encore une fois de cette référence. C'est tellement rare d'entendre chez nous des références à la musique et tout particulièrement à cette musique populaire fantastique qui est la musique du XXe siècle, hein, le jazz, pour que j'intervienne sur ce mode un peu sympathique. Merci. Merci. Je vous l'enverrai, hein, Marc. Lequel? L'article? Oui, oui. Parce que My Favorite Things doit en avoir environ 25 versions. Oui, ça, on est d'accord. On peut se battre là-dessus, mais ça n'a aucun sens. Mais j'attends votre article avec impatience. Mais oui, voilà. Oui. Je vous en prie. Là, comme ça. Juste une chose, c'était sur ce que vous avez dit de lire quelque chose d'écrit et de parler comme cela. Et le statut du coup des discussions dans les journées d'études. Ce que je me disais, c'est que lire un texte, c'est mortel, on est d'accord. Surtout que généralement, c'est fait d'une façon monocorde, donc c'est très difficile. Mais quelqu'un qui parle, sans avoir structuré donc sa pensée, son intervention, qui prend son temps, qui fait des détours, qui revient, c'est également terrifiant, quoi, parce qu'on ne sait plus de quoi on parle, on ne sait plus de quoi il parle, et c'est très difficile de suivre une pensée. Donc, en fait, c'est de faire une intervention qui est difficile, parce que y a un ton propre à l'intervention qui doit être écrite, tout de même structurée en tous les cas, et puis dite. Alors, par contre, je n'avais jamais réalisé
cette question de la discussion après comme transition. Et c'est vrai, parce que Christian Firin, justement, fait ça quand il publie des journées d'études, il met toujours les discussions. Et j'avais plutôt l'impression que ça cassait le rythme. Enfin, j'avais dans l'idée que ça cassait le rythme. Et quand j'ai lu, j'ai eu en effet ce sentiment d'intérêt parce qu'il y a quelque chose qui est vivant, qui s'échange, qui se partage beaucoup plus. Et donc, la transition vers l'article suivant est plus facile. Voilà, c'était juste ça. Il y a d'ailleurs le bulletin qui doit être 65 ou 66, si je ne m'abuse, à partir d'une journée d'études sur Tenir pour vrai, hein, un des derniers ouvrages de Christian. Et là, c'est particulièrement vrai parce que tous les intervenants discutants et intervenants ont évidemment lu l'ouvrage avant, et ça amène à des discussions, je ne vais pas dire beaucoup plus riches, les interventions étaient riches, hein, mais vraiment extrêmement riches, et puis parfois qui prennent finalement beaucoup plus de pages que l'intervention elle-même. Je pense à ce qui a suivi l'intervention de Marc Darmon. Il y a 10 pages après dont il aurait été vraiment bien triste de se passer, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, il y a également cela pour le principe de jouissance qu'il a fait paraître aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça permet d'approfondir ce qui est amené par l'intervenant. Bon, nous allons marquer une pause sur le temps du midi et nous nous retrouvons à 14 h. Merci aux intervenants.